7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Ça y est, ça commence tôt. Vous n'êtes pas trop faite pour la radio. Moi, je peux vous dire. Oh, c'est dur. Non mais blague à part, vous voyez, non mais là j'essaie d'être un peu léger parce que je trouve qu'on est dans une période très pesante, très difficile et qu'on insiste tous les jours à l'avilissement du pays, notamment par finalement la classe politique, hein, il faut dire les choses, appeler les choses par leur nom, et aussi un certain nombre de médias mainstream qui font leur chou gras des petites phrases, des mots, vous me direz c'est pas nouveau, mais là on est dans une sorte de paroxysme. J'en veux pour preuve, hier au 4 Colonnes, il y avait l'interview de David Guiraud qui traitait Meyer Habib de porc, qui lui-même avait dit, bon on lui avait dit avant on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais voilà où on en est. Alors Meyer Habib, je ne vais pas le défendre, hein, parce qu'il avait traité, il y en a pour un camp comme pour l'autre, hein, la population gazaoui de cancer, dans cette région du globe, etc. Comme M. Aziza, le tripoteur, là, vous savez, qui invite tout le monde sur Radio J. Oui, c'est la justice qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Donc sur Radio J, pour qu'il y ait un dérapage, il dit, vous avez vu, est-ce qu'un tel est antisémite ? Dites-le qu'il est antisémite, etc. Ou comme Rima Hassan, qui confond tout et qui parle de la Palestine de la mer au Jourdain, reprenant une rhétorique malheureusement célèbre, qui est la charte des frères musulmans et aussi reprise par le Hamas, qui est la destruction d'Israël, ou qui commence hier un tweet par la phrase Israël est une monstruosité. Je veux dire, bon, est-ce que la France est une monstruosité ? Est-ce que vous, on peut vous réduire à Monsieur Emmanuel Macron, par exemple ? Est-ce que moi, je me sens insulté quand Emmanuel Macron voyage dans le monde, quand il dit qu'il n'y a pas de culture française, quand il vient nous invectiver à des milliers de kilomètres de notre territoire, nous insulter, factieux, séditieux, gens qui ne sont rien, etc. Je me sens insulté. Pour autant, est-ce que je reconnais le droit à mes voisins italiens, espagnols, américains, de nier l'existence de la France parce qu'un de ses représentants politiques, voilà. Donc on est comme finalement, c'est un peu un phénomène de hooliganisme. Je disais, c'est comme si deux bus se croisaient, deux bus de militants. Les militants sont devenus les hommes politiques, relayés par les médias, comme si deux bus d'hommes politiques se croisaient à un péage et mettaient le feu à leur bus, quoi. On en est là. La France a une tradition, normalement, dans le monde, d'être un peu dans le recul, dans la hauteur de vue, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une tradition, normalement, diplomatique que M. Macron, là aussi, est en train de mettre à mal, puisqu'il supprime la filière diplomatique pour la banaliser. Donc la France avait des choses à dire. Et on peut, les Français comprennent, on peut être dans la nuance, on peut très bien, ce que n'a pas fait tout le monde et que je le déplore, condamner avec la plus grande énergie, la plus grande fermeté ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est un acte terroriste fait par une organisation terroriste, tout en disant que la politique de M. Netanyahou est irresponsable et que depuis qu'il a repris en main le Likoud avec l'alliance avec les ultra-religieux plutôt juifs qui sont finalement des suprémacistes, appelons les choses par leur nom, on peut dire une chose et l'autre. C'est ça la France, c'est d'avoir de la nuance dans les relations, de ne pas prendre parti et de se battre pour faire aboutir la paix. On pourrait aussi le dire pour l'Ukraine et la Russie, j'en arrête ici. On peut le dire pour beaucoup de conflits. Et je vois qu'on peut... C'est erreur au-delà des Pyrénées, vérité en deçà, ou le contraire. Plutôt, c'est un auteur français. On peut condamner quelqu'un parce qu'il a un drapeau palestinien. Et je me rappelle, moi, de monsieur, quand même, le président du Sénat, Gérard Larcher, avec madame Brol-Pivet, s'entourer de leur drapeau ukrainien. Ça n'avait posé de problème à personne. Donc, il faut faire attention aux symboles, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je ne sais pas si on sera entendu, mais... si chacun pouvait retrouver un peu de hauteur de vue et de sérénité, on serait peut-être un peu plus fiers de notre classe politique. Eh bien, on va prendre de la hauteur justement avec notre invité ce matin, Christophe Gomard, général Christophe Gomard. Voilà, c'est l'heure de notre vidéo. Vue de haut. Bonjour, général Christophe Gomard. Bonjour. On vous appelle général encore ? Oui. Oui, on vous appelle général. Pourquoi justement, c'est un titre qui reste ?
Oui, quand on est officier, en général, on reste, qu'on soit capitaine, commandant, colonel ou général, on reste toute notre vie, même si on est devenu civil et même si on est parti à la retraite. Alors vous êtes troisième sur la liste de François-Xavier Bellamy pour ces élections européennes. Vous êtes ancien chef du renseignement militaire français. Tout au long de votre carrière militaire, vous vous êtes retrouvé aux premières loges des discussions et des prises de décision entre membres de pays de l'OTAN. Notamment, vous connaissez parfaitement les rouages et les enjeux en matière de défense internationale. Vous êtes donc une prise de guerre importante, si je puis dire, et stratégique pour les Républicains. Comment ça s'est passé? Qui est venu vous chercher? Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté ou voilà, pourquoi vous êtes-vous engagé aujourd'hui dans cette campagne aux côtés de François-Xavier Bellamy? Alors, je me suis engagé, je vais commencer par répondre à cette deuxième question. Je me suis engagé parce que j'avais le sentiment que la France décline, que l'Europe décline, et que notre monde occidental disparaissait. Et qu'il me semblait important de poursuivre le combat qui était le mien pendant 36 années sous l'uniforme, où j'ai porté les armes de la France dans les différents conflits dans lesquels la France a engagé ses soldats, et de défendre de manière différente, politique et démocratique, au Parlement européen. Parce que beaucoup de choses se passent au Parlement européen. Toutes les choses ne se passent pas en France aujourd'hui. Nous appartenons à l'Union européenne. L'Union européenne décide de beaucoup de choses, normalise beaucoup de choses, trop sans doute. Donc il est nécessaire d'aller se battre au niveau du Parlement européen pour justement défendre la France et les intérêts des Français. Alors comment j'ai rejoint cette campagne et la liste de François-Xavier Bellamy? De manière très simple, un jour je reçois un appel d'Éric Ciotti qui me dit est-ce qu'on pourrait se voir pour parler géopolitique, puisque je fais partie de quelques experts militaires qui s'expriment aujourd'hui dans les médias sur les conflits, que ce soit la guerre russo-ukrainienne ou le conflit à Gaza, voire Taïwan, voire l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc je suis allé à un petit déjeuner avec lui. Nous étions environ le 17 mars. Et il m'a demandé soudainement si j'accepterais d'être numéro 3 sur la liste de François-Xavier Bellamy. Évidemment, heureusement que j'étais assis, parce que je ne m'attendais pas du tout à cela, faut reconnaître. J'ai réfléchi le temps d'un week-end, j'en ai parlé à quelques amis, à l'un de mes frères, et puis le mardi j'ai répondu oui, et le samedi 23 mars j'étais dans le premier meeting de lancement de la campagne, à m'exprimer publiquement. C'était assez rapide. Donc c'était une surprise pour beaucoup de gens. Pour ma femme en particulier, mais finalement tout le monde a accepté ce choix qui est un choix engageant. C'est une prise de risque, mais finalement ça a été un peu ce qui a été ma vie militaire. Je crois beaucoup dans l'audace, je crois beaucoup dans la prise de risque. S'il n'y a pas de prise de risque, on ne peut pas faire bouger les lignes, et j'espère en rejoignant cette campagne et peut-être demain le Parlement européen, effectivement faire bouger les lignes. Vous arrivez à un moment crucial, particulièrement tendu, à la croisée des conflits israélo-palestiniens d'un côté, russo-ukrainiens de l'autre. Vous l'avez dit, ces conflits nourrissent forcément cette campagne des Européennes. Et j'aimerais avoir votre avis, votre regard sur la façon dont est traitée la question palestinienne par la France insoumise en particulier. Certaines performances à l'Assemblée nationale dont on parlait tout à l'heure ne vous ont sans doute pas échappé. Je pense aussi évidemment à la campagne menée par Emma Hassan. Pour vous, c'est seulement du clientélisme ou c'est plus profond que ça? Alors, il y a beaucoup de clientélisme. Ce qui se passe avec la France insoumise est absolument scandaleux. Ils cherchent à importer sur notre sol un conflit qui n'est pas le nôtre. Ils cherchent à importer sur notre sol un véritable antisémitisme. Quand j'entends effectivement un député de la France insoumise traiter de porc un autre député de confession juive, je trouve ça scandaleux. Même si ces députés, et ça vient d'être dit par votre chroniqueur, j'allais dire, à lui-même, a parfois utilisé de mots un peu forts et un peu durs. Mais je trouve ça scandaleux d'arriver en France avec un conflit, certes, dans lequel la France doit s'investir, dans lequel la France doit porter une parole qui est celle de la France. Et ce que je critique aujourd'hui, c'est qu'en fait, quelle est la vision de la France? On ne le sait pas. Quelle est la vision de l'Europe dans ce cadre-là? On ne le sait pas. Donc oui, je trouve ça assez scandaleux. Voir déployer un drapeau palestinien, voir ce qui s'est passé à Sciences Po, voir, j'allais dire, la façon dont certains étudiants préemptent ce conflit pour empêcher les autres majoritaires de ne pas pouvoir aller en cours. Oui, je trouve ça scandaleux, en effet. Alors tout ça nous amène, après je vous passe la parole Didier Maistre évidemment, tout ça nous amène forcément à évoquer la question de la défense européenne. Je fais dans les grandes lignes, François-Xavier Bellamy a annoncé vouloir tripler le budget du Fonds européen de défense. C'est quoi le Fonds européen de défense déjà pour commencer? Eh bien le Fonds européen de défense, c'est de l'argent mis par les États effectivement pour permettre le développement d'une défense européenne. On pourra revenir sur la défense européenne parce que je ne crois pas du tout dans une armée européenne. Je voulais tout de suite rassurer vos auditeurs. Je suis pour une défense ferme de l'Europe et je pense que l'Europe doit renforcer sa défense face à des menaces de plus en plus réelles, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie ou que ce soit l'Iran. Derrière, et puis surtout un certain désengagement américain qui ne date pas d'hier, qui date de Barack Obama lorsque ce dernier n'a pas voulu aller bombarder la Syrie après l'utilisation de gaz chimique
chimiques en 2013. Donc ce désengagement américain, il est à venir. Je pense qu'il va se poursuivre, que ce soit un Joe Biden qui soit réélu ou si c'est un Donald Trump qui revient au pouvoir. Donc il ne faut pas se leurrer. Il est nécessaire en effet de développer cette défense européenne, non pas d'avoir une armée européenne, mais que chaque nation européenne développe sa propre défense et que l'on crée une structure, que l'on renforce une structure existante, c'est l'état-major de l'Union européenne, c'est-à-dire créer un véritable pilier européen au sein de l'OTAN. Pourquoi l'OTAN ? Mais parce qu'en fait l'OTAN, c'est déjà des structures de commandement qui existent, c'est déjà une manière, j'ai été en opération dans le cadre d'opérations de l'OTAN, et ça permet de bien fonctionner, c'est-à-dire qu'on se soutient, on se comprend, on utilise les mêmes messageries, et c'est important quand on conduit une opération au combat de la guerre. Didier Maistre. Oui, vous l'avez rappelé, effectivement, il y a une espèce d'ambiguïté de la part d'Emmanuel Macron quand il prend la parole et qui parle d'abord de souveraineté européenne, ce qui est un oxymore qui n'a aucun sens, qui parle de défense européenne. Ça fait peut-être, 70 ans qu'on parle à peu près de défense européenne. Et on voit bien que non seulement c'est une utopie, que les intérêts des nations divergent. Alors justement, comment vous voyez ce discours-là d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il est destiné finalement à se grandir un peu sur la scène internationale, montrer que c'est quelqu'un qui fait avancer les dossiers, alors que dans les faits, il ne se passera jamais rien de ce point de vue. Première question. Vous avez parlé aussi de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, et qui est aussi membre des BRICS, qui est un pays musulman, et Erdogan est quand même très populaire. Il s'est fait réélire. Les Turcs sont derrière lui, quoi qu'on en dise, parce qu'il a modernisé le pays, etc. Mais il est dans l'OTAN, il est quand même avec la Russie, il joue un drôle de jeu, il menace d'ouvrir ses frontières et de balancer des milliers et des milliers de migrants, si j'ose dire, en Europe. Il faut régler peut-être le cas turc, se mettre au clair avec ça, savoir de quel camp. Voilà. Et troisième question subsidiaire, mais elle y est reliée, est-ce qu'il faut rester dans le commandement intégré de l'OTAN pour la France ? Je vais commencer par répondre à votre dernière question et je vais revenir sur les deux précédentes. Le commandement intégré, pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a poussé à rejoindre le commandement intégré de l'OTAN ? Je pense que c'est pour une bonne raison, c'est que la France apparaît toujours comme un peu le vilain petit canard au sein de l'Europe. Et si on veut en effet créer une défense de l'Europe avec les autres pays européens, je pense que c'est nécessaire parce que c'est à plusieurs qu'on est plus fort. Seule la France n'y arriverait pas, même si elle dispose de l'armée la plus opérationnelle et, j'allais dire, la forme la plus aboutie dans les pays de l'Union européenne. Maintenant, l'OTAN, je rappelle pourquoi on a créé l'OTAN. L'OTAN a été créé pour 3 raisons, à la demande des pays européens, dont la France, c'est de tenir la Russie en dehors, de garder les Américains dedans et de garder les Allemands sous contrôle. C'est ça l'OTAN en 1949. Derrière, lorsque Charles de Gaulle en 1966 se retire du commandement intégré de l'OTAN tout en restant dans l'OTAN, c'était pour montrer effectivement une différence, cette différence qui a toujours été française. Mais si on veut créer une véritable défense de l'Europe, je pense qu'il était nécessaire en effet de rejoindre ce commandement intégré de l'OTAN, qui a eu un effet positif, je pense, pour nos armées. Autant l'armée de l'air et la marine étaient déjà habituées à travailler avec d'autres nations otaniennes dans le cadre de l'OTAN, autant l'armée de terre l'était moins. Et ça a permis à des officiers de l'armée de terre, en effet, d'être pleinement intégrés et de pouvoir travailler, conduire les opérations avec les autres nations européennes. Et cette défense de l'européenne, vous avez entièrement raison de dire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. La souveraineté, elle est liée à un peuple. Le peuple, en France, il est français. Je ne me sens pas du tout allemand. Le peuple allemand est allemand. Et on n'a pas du tout la même appréhension. Donc il y a une souveraineté française comme il y a une souveraineté allemande. Mais la souveraineté européenne, on peut considérer que c'est la somme de toutes ces souverainetés. Mais moi, je suis un Français, un patriote français. Et j'entends bien rester français. Et j'utiliserai une phrase de Georges Pompidou qui disait « C'est en nous montrant français que nous sommes européens ». Je pense que c'est en effet nécessaire de le rappeler. Après, sortir du commandement intégré de l'OTAN, à mon avis, ça serait sans doute une erreur au moment où, justement, il faut créer une vraie structure européenne de défense. Et on voit bien, aujourd'hui, tous les pays avaient moins de 2% de leur PIB au profit de leur défense. Il faudrait, de mon point de vue, monter à 3%. Ça va être difficile en France avec 3100 ou voire 3200 milliards de dettes. Néanmoins, je pense ça nécessaire. Et surtout, vous parlez tout à l'heure du Fonds européen de défense, c'est pour donner la priorité à l'industrie de défense européenne. Savez-vous que les pays européens achètent en matière militaire 80% de leur matériel militaire à l'extérieur des frontières européennes, 68% aux États-Unis, 12% sans doute en Corée du Sud, qui fabriquent sous licence américaine. Donc il est nécessaire en effet de donner la priorité à cette industrie de défense
européenne, en particulier française, puisque nous sommes entre les 2e ou 3e exportateurs mondiaux d'armement. Et cette industrie d'armement est nécessaire, mais on revoit au travers de la guerre entre la Russie et l'Ukraine que nous avons une capacité de production très très limitée. Nous fabriquions au début de la guerre en Ukraine 1000 obus par mois. Aujourd'hui, on va arriver péniblement à 3000 obus par mois, sachant que les Ukrainiens consomment 3000 à 5000 par jour. C'est pour vous dire le différentiel. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Finalement, ils se tirent en une nuit ce qu'on fabrique en un an. Les chars Leclerc, la ligne est arrêtée depuis quelques années déjà. 13 ans ou 15 ans, je ne sais plus. On produit... la manufacture de Saint-Étienne, voilà, tout a été... On ne produit plus rien. Bon, les anciens politiques ont fait des choix désastreux, aussi bien en termes d'énergie que de sidérurgie. Parce qu'on avait dit, la sidérurgie, ça ne marchera pas. Il n'y a qu'à voir ArcelorMittal et il n'y a qu'à voir la sidérurgie dans le monde. L'armement, les guerres sont derrière nous. Et justement, il y a eu un rapport parlementaire qui tirait un peu la sonnette, enfin pas un peu, qui tirait la sonnette d'alarme sur les conflits de haute intensité. On pouvait effectivement, premièrement, pas résister longtemps, quoi. Les mettons en gros une semaine. Et puis c'est surtout la capacité de projection. Un journaliste a une bonne, c'est Jean Daumerché, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais là il a fait un bon bouquin sur le sujet. Il dit, la France, c'est une armée américaine au format bonsaï. C'est-à-dire en fait, elle est très opérationnelle. Elle est très performante, high-tech, etc. Très bien organisée, mais très petite. Elle est ridiculement petite. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on peut projeter, allez, je ne sais pas, moi, vous êtes spécialiste, peut-être 20 000 hommes. C'est le bout du monde. C'est-à-dire que pour un combattant, on sait bien qu'il faut 6 personnes derrière pour toute l'intendance. Donc, allez, entre 15 et 20 000 hommes, soyons magnanimes. C'est quand même pas beaucoup. Parce qu'on ne bombe pas le torse. C'est un peu la parole performative qui n'est pas trop en l'espèce. Alors, l'armée française, que j'ai bien connue pour y avoir servi pendant 36 années, est une armée très opérationnelle, en effet. Bonsaï, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de masse, ce que j'appelle la masse, c'était en termes d'obus, de chars, d'avions, et il en manque beaucoup. Bon, on a fait des gorges chaudes autour de la loi de programmation militaire qui augmentait, ce qui est vrai, on peut le nier, mais compte tenu de l'inflation, en fait, elle augmente moins qu'envisagé. À la fin de la LPM, nous aurons moins de chars qu'aujourd'hui, nous aurons moins d'avions Rafale qu'aujourd'hui, et nous n'aurons pas plus de frégates qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas pris en compte du coup le compte de la maintenance et de la logistique. Vous parlez de logistique. Aujourd'hui, nous avons 220 chars. Quand j'étais capitaine en 1992, au moment de la chute du mur de Berlin, nous avons 1200 chars dans l'armée française. J'en ai commandé 17, donc je vois très bien à quoi ça ressemble. Certes, le char actuel, le char Leclerc est plus moderne, mais vous avez raison de souligner qu'il n'est plus construit ni fabriqué. Et quand verra le jour le char MGCS, qu'on appelle le Main Ground Combat System, qui doit être fabriqué en liaison avec les Allemands, je ne sais pas quand il verra le jour exactement. Personne ne sait. Personne ne le sait. On avait dit 2030. Oui, j'espère que ça sera peut-être avant, mais j'en doute. J'espère que ça sera avant pour la défense, en effet, de notre pays et la défense de l'Europe. Savez-vous qu'il y a une seule usine qui fabrique les obus, par exemple, c'est les Forges de Tarbes, qui fabrique les corps d'obus. La poudre, on l'achète encore en Australie. La cellulose, on l'achète en dehors de la France parce qu'on ne fabrique plus de cellulose en France pour des questions environnementales. Donc en fait, on voit bien derrière qu'on avait la meilleure industrie de petites munitions qui était Manurin, qui a disparu, etc. etc. Oui, puis vous parlez des stocks, et effectivement, il y a l'intendance, mais il y a aussi l'état des stocks. C'est-à-dire, par exemple, si on prend, ne serait-ce que les chars Leclerc, il y en a 220, mais il y en a peut-être, une centaine, tout juste, en activité... qui tournent, etc. Et pareil pour les sous-marins. Alors pareil pour les Rafales. Le porte-avions, n'en parlons pas, il n'y en a qu'un, il est souvent cale sèche. Pas toujours, mais bon, quand il n'y a pas un problème d'hélice. Mais en fait, est-ce que l'armée française est devenue une armée pauvre ? Oui, je pense qu'on ne dépense pas assez pour notre défense. Ça, c'est une évidence. Et en dépit des envers, on se souvient du départ du général de Villiers pour quelques centaines de millions d'euros. Ouais. C'était même pas 1 milliard en fait, c'était une baisse de 380 millions d'euros de mémoire pour laquelle il a déposé son képi sur la table. Non mais est-ce qu'on ne peut pas dire que les politiques se sont plantés ont vu un monde, finalement, la paix permanente, c'est-à-dire les Chinois vont travailler pour nous, nous on va faire du service. C'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire les Chinois et les Indiens, c'est devenu les principales industries du monde. Nous, on ne fait plus rien. Et on va pousser les pouces-pouces pour les riches Chinois qui viennent à Paris. On s'est planté aussi pour tout ce qui est géopolitique, quand même, on peut le dire. Parce que finalement, il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde. Et des guerres qui peuvent avoir des répercussions, pas des guerres mondiales comme au sens où on pouvait le penser au siècle dernier, mais des guérillas
qui deviennent des guerres par leur ampleur et qui n'ont plus vraiment besoin de chefs, qui n'ont plus besoin d'ordre. Et on n'est plus tellement adapté à cette menace. C'est votre analyse ou pas? Oui, le 24 février 2022, les Européens se sont rendus compte que l'histoire était tragique. Et l'Europe, parce que c'est une des qualités de l'Europe qu'il faut souligner, l'Europe nous a permis de vivre en paix depuis 80 ans. Alors qu'avant, toutes les 30 ans, on se faisait la guerre. Et au moins, on ne se fait plus la guerre entre pays européens, ce qui est, de mon point de vue, une excellente chose, évidemment, et qui permet à l'Europe d'être un continent quand même prospère, ce qui fait qu'effectivement, ça attire beaucoup de gens. Bon, il y a eu l'épisode Pristina au milieu, mais bon, on le referme. Oui, j'ai participé au conflit en ex-Yougoslavie, j'ai recherché les criminels de guerre en ex-Yougoslavie, je connais bien la problématique. Mais c'était en fait une guerre un peu civile. Et finalement, jusqu'à présent, la France a choisi les guerres dans lesquelles elle s'est impliquée. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que demain on ait une guerre subie. Et si on a une guerre subie, on n'y est pas prêt. Ouais. Les dividendes de la paix dont parlaient certains premiers ministres, oui, on a cru qu'effectivement demain c'était la paix pour toujours. Et donc on s'est désarmé. Et je pense que le monde est cruel, le monde est tragique, l'histoire est tragique comme je le rappelais, et il est nécessaire en effet de se réarmer. C'est ce que disait le président américain Roosevelt. Il disait qu'en fait on est écouté quand on a un gros bâton derrière le dos. Et ce gros bâton, c'est la capacité à se défendre, la capacité à avoir une armée Avant le forte flash, et puissante. Une question sur la Russie, puisque tout le monde a ça en tête. La Russie, après la chute du mur de Berlin, vous en parliez d'ailleurs, a tendu la main à l'Occident plusieurs fois. Hein. Et l'Occident, aussi bien les États-Unis que l'Europe, ont dédaigné la main tendue des différents dirigeants. Il y a eu peut-être aussi un double jeu. Bon, en tout cas, la Russie, je pense que son tropisme culturel, naturel, c'est de lorgner vers l'Europe et pas du tout vers l'Asie. Est-ce que vous diriez qu'on l'a un peu précipité dans les bras de l'Asie et qu'aujourd'hui, avec les BRICS, on voit quand même qu'il y a un monde, je ne sais pas s'il est multipolaire, mais en tout cas de nouvelles forces qui s'organisent et qui sont plus une confédération qu'une fédération. C'est-à-dire chacun, justement, ne fait pas les erreurs peut-être de notre vieille Europe, garde sa souveraineté, mais s'allie pour être plus fort quand c'est nécessaire, en fonction de ses propres intérêts partagés. La Russie se voit comme un empire. Les États-Unis ont considéré que la Russie disparaissait après la chute du mur de Berlin en 1991 et finalement les ont beaucoup, déniés. Et de fait, quand on regarde l'armée russe après la chute du mur en 1991 et donc la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques, que s'est-il passé? En fait, l'armée russe est devenue l'ombre d'elle-même. Les officiers russes vendaient même le matériel pour essayer de survivre, j'allais dire. Et Vladimir Poutine a redonné du lustre à cette armée, ce qui fait qu'effectivement, il est en effet assez populaire en Russie. Donc, contrairement à ce que peuvent dire certains médias. Mais de fait, la Russie cherche à être un empire. Et sa volonté, c'est de désoccidentaliser le monde, comme c'est le cas de la Chine, comme c'est le cas des BRICS et de la Turquie en particulier, comme c'est le cas de l'Iran. Ces 4 pays, quand je regarde bien, si vous voulez, ce qui s'est passé le 24 février 2022 de manière géopolitique, derrière, on a eu une succession de coups d'État en Afrique, on a eu l'attaque du Hamas sur Israël, on a les Houthis au Yémen qui attaquent les bateaux de commerce qui transitent par la mer Rouge, on a même le Venezuela, à un moment donné, a voulu envahir la Guyana pour des régions pétrolières. Donc on voit bien derrière... Et c'est revendiqué, et c'est parfaitement dit d'ailleurs, à la différence peut-être de l'Occident, qui n'est pas clair sur ses objectifs de guerre. L'Occident, oui. Il commence à l'être un peu aujourd'hui. Mais c'est quoi, depuis que je passe sur les médias, je dis mais c'est quoi le but de guerre? Parce qu'en fait, on peut faire la guerre, très bien, mais c'est quoi le but de guerre? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la vision? Et ce que je critique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune stratégie. On voit bien en Afrique, on est parti d'Afrique, souvenons-nous du président Emmanuel Macron qui disait quand même en 2017, vous verrez demain, il n'y aura plus aucun terroriste djihadiste au Sahel et il y aura des pays libres et démocratiques. Absolument. Hollande l'avait dit avant lui. Alors, je me permets de vous couper, il y a le bulletin d'actualité, on reprend cet entretien juste après. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Général Christophe Gomard, on change de sujet, on va parler d'immigration qui explose en Europe et en France. Le nombre de demandeurs d'asile ne cesse de croître et la capacité d'accueil s'amoindrit. Ce soir a lieu, par exemple, une manifestation devant un hôpital dans le 16e arrondissement de Paris pour protester contre la transformation de cet hôpital en un centre d'accueil de demandeurs d'asile, justement. Et puis il y a la répartition des migrants dans les campagnes, il y a l'insécurité liée, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, à cette immigration. Christophe Gomard, comment on fait pour arrêter ce flux au niveau européen, puisque c'est le thème quand même de cet entretien, et puis au niveau français finalement? Déjà au niveau français, quand on voit la décision du Conseil constitutionnel de payer, j'allais dire,
les frais des migrants illégaux. Oui. Je me dis, on augmente l'appel d'air d'un Conseil constitutionnel dont on attend effectivement une espèce d'équilibre et qui intervient beaucoup trop de mon point de vue aujourd'hui. Donc il y a un appel d'air. Ensuite, de fait, il faut renforcer nos frontières. Pourquoi les migrants viennent et traversent la Méditerranée? Parce qu'il n'y a pas de frontières en Europe. Donc il est absolument urgent de renforcer ces frontières, mais également de renforcer notre propre frontière. C'est-à-dire, j'étais à Menton avec Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy. Que se passe-t-il? Les policiers passent plus de temps à remplir des dossiers, à faire de l'administratif, qu'en fait à faire leur métier. Et c'est tout le problème aujourd'hui. C'est ces normes qu'on nous rajoute en permanence et qu'il est nécessaire en effet d'arrêter. Et donc, si je vais au Parlement européen, ça sera un combat des Républicains derrière François-Xavier Bellamy. Ça sera bien ça, de retirer toutes ces normes. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire d'agir vis-à-vis de l'Union africaine. Parce que l'Union européenne donne de l'argent à l'Union africaine. Et est-ce que fait l'Union africaine pour empêcher ces migrants de quitter leur pays? Pas grand-chose, voire rien. Il faudrait mettre également une pression sur les consulats qui ne jouent pas leur rôle quand ils refusent de signer des départs de gens qui sont sous obligation de quitter le territoire français. Donc oui, il y a un vrai travail, un vrai poids à donner à cette Union européenne dans le cadre d'une lutte contre l'immigration. Quand j'étais directeur de l'enseignement militaire, je suivais les groupes armés djihadistes au Sahel, justement. Ces groupes armés djihadistes qui allaient chercher de l'armement à Sheba, qui est une ville du sud libyen. Mais en même temps, ils en profitaient pour plus ou moins faire de la traite d'êtres humains. Et ensuite, avec les ONG complices qui traversent la Méditerranée, donc ils embarquaient sur des petits rafios, ces migrants. Et puis, quand ils étaient au large, on leur avait donné un téléphone, ils avaient un numéro d'une ONG, l'ONG venait les récupérer. Et au lieu de les débarquer, lorsqu'on est naufragé en mer, on est débarqué dans un port sûr le plus proche. Ils auraient pu les débarquer en Tunisie, à Sfax, par exemple. Ça n'est pas le cas. Ouais. On va les débarquer en Italie. Donc, en fait, il y a un vrai sujet, une vraie pression à mettre sur la Tunisie, sur l'Algérie, le Maroc. La Libye, c'est plus compliqué parce qu'actuellement, on a toujours une guerre entre l'Est et l'Ouest, entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Donc oui, il y a un vrai travail à faire sur l'Afrique et l'Union africaine. Il y a également un vrai travail de renforcer nos frontières, de renforcer le budget de Frontex. Frontex, je rappelle, les députés européens du Rassemblement national n'ont pas voté le budget et ils récupèrent ensuite le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, comme numéro 3 de leur liste. Je dis, mais il y a un peu une incohérence. Donc il est nécessaire en effet d'avoir une vraie police des frontières qui soit à nos frontières, non pas pour accueillir les migrants, mais pour les empêcher de rentrer en Europe. Et non pas de répartir sur tous les sols européens, comme le veut Emmanuel Macron, tous les migrants. De façon à faire peser sur chacun. C'est ce qu'il fait actuellement en France en les répartissant dans les campagnes. Et on voit d'ailleurs l'insécurité grandissante qui existe dans nos campagnes, avec, comme vous l'expliquez dans votre journaliste sur les informations, encore une bagarre avec des gens contre une fête campagnarde. Ouais. Mais attendez, on est en France. En France, on ne peut plus sortir sans être violenté et voire violé quand on est une femme, se faire casser la gueule ou se prendre un coup de couteau quand on est un homme. Mais c'est quand même un truc de fou. On a un vrai sujet. D'où la nécessité aussi d'avoir des gens, j'allais dire, qui s'y connaissent en matière de politique internationale et de stratégie militaire. Ça a été le cas pour le non-engagement de la France en Irak. On a tous en tête le discours de Villepin, qui était en fait celui de Chirac, mais que Villepin a traduit. On peut être plus circonspect, en revanche, sur ce qui se passait en Libye, avec un monsieur BHL, Bernard-Henri Lévy, qui est toujours aux commandes, qui a un peu d'odeur de poudre, même si on n'en fabrique pas beaucoup. Lui, il a un nez très développé, il la sent, et il renaît tel le phénix de ses cendres sur les plateaux TV pour appeler à toujours plus de guerre. C'est extrêmement choquant parce que ce qui s'est passé en Libye, non seulement on a tout éradiqué après avoir fait les yeux doux à Muammar Kadhafi, qu'on a traité comme un chef d'État alors qu'il était un terroriste international, qui nous a nargués pendant une semaine en plantant sa tente devant l'Élysée, avec ses Amazones qui étaient en fait ses esclaves sexuels, et non pas du tout des combattantes. Bon, tout ça, ça a nourri le terrorisme international, puisque comme on n'avait pas de solution de rechange, on a laissé la Libye s'effondrer, et vous parliez du Sahel, cette vaste zone qui traverse l'Afrique d'est en ouest, qui est le foyer mondial du terrorisme, avec en plus toutes les armes qu'on a fournies aux uns aux autres, qui se trouvent dans un marché incroyable. Au marché noir, on peut acheter tout ce qu'on veut, des chars, des lance-roquettes. C'est aussi un drame, non? Vous ne trouvez pas? Ah oui, ça, la guerre en Libye a déstabilisé le Sahel.
pour des années. D'ailleurs, les Africains nous en veulent beaucoup pour ça, en fait, quand vous leur posez la question. Ça explique une partie de... Ça explique ce qui se passe aujourd'hui au Sahel et effectivement le regard d'un certain nombre d'Africains vis-à-vis de la France. Parce que pour avoir été commandé des opérations spéciales au départ de Serval en janvier 2013, quand on est allé combattre les groupes armés djihadistes qui descendaient vers le sud, en fait, ces tribus au départ, elles étaient tenues par Kadhafi, qui en fait régnait. Il n'y avait pas du tout de gouvernement libyen, c'était Monsieur Kadhafi tout seul. Mais dès qu'il est décédé, en fait, tous ces gens-là sont descendus vers le sud et effectivement ont déstabilisé tout le Sahel et toute la bande. Alors, c'est pas le seul foyer du terrorisme. Hein. Il y a tout ce qui est proche et moyen-oriental. Pour avoir été aussi en Afghanistan, il y a aussi là-bas du monde qui veut combattre le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'État islamique Khorasan est basé en Afghanistan. Et donc, c'est lui, d'ailleurs, qui pousse un certain nombre de candidats à l'acte terroriste à mener des attentats en Europe. Et puis vous avez l'Irak et la Syrie, dans lesquels effectivement je suis également allé, non pas en Syrie mais en Irak, pour effectivement combattre les terroristes. Et on se souvient qu'un certain nombre de terroristes français, de djihadistes français, étaient plus en Syrie qu'ils n'étaient au Sahel. Absolument, ouais. Donc oui, il y a une véritable déstabilisation. Même si en nombre, c'est pas énorme, oui. Symboliquement, c'est... Alors là, vous avez raison, c'est que Bernard-Henri Lévy, moi la première fois que je l'ai vu, c'était à Sarajevo, et il se cachait derrière un mur pour faire croire que ça tirait, et que ça ne tirait pas. Vous pouvez retrouver les archives dans le Canard enchaîné d'ailleurs. Donc oui, je connais ce monsieur, il raconte beaucoup de choses. Son regret, c'est d'être né trop tard et de ne pas avoir pu combattre le nazisme. Donc il trouve du nazisme partout, il est prêt à faire la guerre à tout le monde pour être la grande conscience. Télé, avec des pour être la grande conscience. Et il se met... Parce que la guerre, on peut la faire. Hein. Oui, alors, aller, hein. tous les gens qui parlent de guerre, en général, ce ne sont pas ceux qui iront la faire. Ceux qui iront la faire, ce sont les militaires et qui n'aiment pas la guerre, même s'ils sont là pour la faire. Donc vous voyez, il y a une vraie différence avec un Bernard-Henri Lévy qui, en effet, est un soi-disant philosophe qui n'apporte pas grand-chose. Mais c'est prodigieux parce que ça fait quand même une cinquantaine d'années qu'il squatte les plateaux télévision. Les archives sont claires, tout le monde peut les consulter, elles sont publiques, et il continue à donner des leçons au monde après avoir fait des catastrophes, alors qu'il devrait sans doute être jugé pour crimes contre l'humanité, incitation à la haine. Enfin, on trouve aujourd'hui plein de qualifications pénales avec la justice internationale. Et pour M. Bernard-Henri Lévy, il a un très beau tailleur et un très beau blanchisseur, ça c'est sûr. Mais enfin, c'est quand même problématique que ces gens-là aient taxé comme ça aux médias, parce que finalement, les médias mainstream, ça reste que je pense qu'il est moins écouté. Je pense qu'il est moins écouté aujourd'hui qu'il ne l'a été par le passé. On le prend pour qui il est. Pour nous. Oui, je pense que les gens sont beaucoup plus réalistes sur qui il est, et voilà. Je pense qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il en a réellement. J'aime beaucoup Bernard-Henri Lévy, mais je vous propose de parler d'autre chose. Les Jeux Olympiques approchent. Est-ce que vous considérez, après tous les constats qu'on a pu faire là jusqu'à présent, que la France est prête à accueillir un tel événement dans un contexte géopolitique pareil, dans un contexte sécuritaire pareil ? Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut que ça soit une réussite pour la France, et les Français d'ailleurs. Ouais. La France et les Français, on a besoin d'être fiers de ce qu'on est, fiers de ce qu'est la France, fiers de notre beau pays. Et pour ça, je pense qu'il faut que ça fonctionne et que ces Jeux Olympiques soient un succès. Alors évidemment, l'ambiance géopolitique internationale nous fait un peu frémir. Et je crois que tous les services de renseignement auxquels j'ai appartenu sont sur les dents, sont très très près. Et je connais bien Laurent Nunez, le préfet de police de Paris actuel. Croyez-moi bien que je suis sûr qu'il fait tout pour que la France soit prête et que, en particulier, la capitale et la région parisienne soient bien protégées. Alors évidemment, pour moi, il y a 4 possibilités. Si vous voulez, vous avez un acte terroriste type Bataclan qui peut se jouer, mais ça, c'est relativement suivi. Vous avez quelqu'un qui prend un couteau et qui va assassiner ou donner des coups de couteau. Ça, malheureusement, c'est difficilement anticipable. Donc il faut que les gens soient conscients de ce risque. Il y a un troisième risque, c'est une attaque cyber majeure pour déstabiliser en particulier la cérémonie d'ouverture. Et puis la 4e possibilité, pour moi, c'est qu'effectivement, la Russie ou un de ses affidés nous mène une attaque de déstabilisation par proxy contre ces Jeux Olympiques, en particulier pour la cérémonie d'ouverture. Donc oui, tout le monde est sur les dents. Un homme averti en valant deux, j'imagine que la France sera prête, et je le souhaite d'ailleurs, pour qu'effectivement ça soit un moment de fête et pas du tout un moment d'angoisse et de crime, comme ça a pu être le cas lors des Jeux Olympiques de 72 à Munich, et on se souvient de cet assassinat malheureux de sportifs israéliens. Donc oui, il faut éviter ça, et je pense que la France sera prête, en tous les cas, je l'espère. Et je souhaite que, je ne dis pas ça parce que je suis une pro-Hidalgo, pas du tout, mais... qui pourrait l'être, et pourtant elle est élue. Mais je dis ça parce que je pense que c'est important que la France soit fière de ces Jeux Olympiques.
on accueille les Jeux Olympiques tous les 100 ans. Oui. C'est l'occasion, cette année 2024, de le faire, pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Alors, tout le monde est conscient des questions de sécurité. Il y a à la fois un rejet, effectivement, d'Anne Hidalgo, qui ne brille pas par, on va dire, le côté extraordinaire de ses discours ou de ses interventions, peut-être par son regard qu'elle a très profond. Mais en revanche, ces jeux apparaissent un peu comme décalés parce que les Français souffrent. Oui. Ils n'ont pas d'argent, et ils voient un peu ce faste, ces cérémonies, ces transports qui vont être saturés, les étudiants qui sont exclus de leur logement. Ils se disent, c'est quand même cher payé, on n'est pas trop concernés. Et aujourd'hui, il est impossible de circuler dans Paris. Donc si ces Jeux Olympiques sont un succès, ce que j'espère, ça ne sera pas grâce à Anne Hidalgo, mais grâce à tous les acteurs de terrain qui ont fait que ça se passe bien. Voilà, ça ne sera pas grâce à elle, soyons-en certains, pour être au plus près de cet événement, parce que en tant que aujourd'hui directeur sûreté d'un grand groupe, oui, je suis les choses de près, et tout le monde fait tout pour que ça se passe bien, que ça soit tous les acteurs locaux en particulier. Ça, je crois. Question qui a l'air de rien comme ça, mais est-ce que Maud vous a posé cette première question, mais est-ce que la personnalité de François-Xavier Bellamy a joué dans votre décision de dire oui? Parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai fait une petite introduction en pestant contre la classe politique. Après, chacun ses idées. Je ne vais surtout pas faire la promotion de l'un ou de l'autre. Mais je me permets juste rapidement parce qu'on doit lâcher le général à 15 Alors ans. voilà, est-ce que lui, qui est un peu au-dessus de la mêlée, ça a joué par sa hauteur de vue? Bien sûr, bien sûr. Je connaissais François-Xavier Bellamy avant parce qu'il était adjoint du maire de Versailles et que au fil de mes garnisons, j'ai fini par habiter à Versailles. Donc je le connais bien. Et sa hauteur de vue, en effet, c'est un homme cohérent, droit, qui travaille, qui fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, contrairement à d'autres. Et j'allais dire que sa hauteur de vue, en effet, me paraît extrêmement intéressante pour la France au niveau de l'Europe, mais pour la France en général. Je pense que c'est quelqu'un, quand vous l'écoutez parler, il dit des choses vraies, il dit ce qu'il a fait, les réussites qui ont été les siens, les échecs qui ont été les siens. Et il ne se cache pas derrière son petit doigt, il ne ment pas, il ne vilipende pas les autres. Et oui, c'est quelqu'un de cohérent et droit, c'est bien pour ça que je suis ravi d'être numéro 3 sur sa liste. Bien, merci beaucoup, Général Christophe Gomard. Je vous remercie. Vous nous abandonnez. Vous Merci avez un de votre impératif. accueil. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes 3e sur la liste de François-Xavier Bellamy pour ces européennes. Bonne fin de campagne. Merci Il reste beaucoup. quelques jours et à bientôt, j'espère, sur À notre bientôt. antenne. Merci. Et Di Maesto, bon, il nous reste 2 minutes. Décryptons. Je vais rester, maintenant. Comme vous m'y invitez avec chaleur, Bah oui, toujours. c'est toujours un Bonjour plaisir. Didier Maesto. Bonjour, Maud Koffler. Non mais alors, chose intéressante qu'on a évoquée avec le général Christophe Gomard, c'est effectivement l'état de l'armée française. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus quand même. Oui, mais C'est-à-dire l'État. Ouais. Aujourd'hui, Emmanuel Macron tient des discours grandiloquents sur l'envoi de troupes au sol en plus. Et c'est quand même justement notre grande pauvreté. On a parlé des chars, on a parlé de tout le matériel qui nous manque, etc. Non, mais ce qu'il faut voir, il y a deux choses. Il y a déjà les discours de M. Macron qui sont complètement incohérents. Il s'est fait retoquer et recadrer par la communauté internationale, c'est-à-dire par tous nos alliés, par toutes les chancelleries européennes, par la chancellerie, par les États-Unis, excusez du peu, et par tous les dirigeants de l'OTAN. Tous les dirigeants de l'OTAN qui ont dit, écoute, il n'en est pas question, et par le chancelier Scholz, qu'il a envoyé valdinguer avec une violence rare. Quand on parle du couple franco-allemand, il n'y a que nous qui pensons que nous sommes en couple. Bon. Ou le moteur franco-allemand, il est siglé Mercedes, il n'est pas siglé Peugeot. Bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'est d'un point de vue, c'est une analyse qui est de la com, globalement, et qui est fausse. Deuxièmement, la com, il en fait aussi en parlant de souveraineté européenne. On l'a exprimé avec le général, il n'y a pas de souveraineté européenne. Et quand vous avez un parapluie nucléaire qui est vraiment quelque chose de français, évidemment, on ne peut pas étendre le parapluie, la dissuasion nucléaire, à l'ensemble des autres pays européens. Oui. Ça n'a aucun sens. Bon. Ça, c'est d'un point de vue des idées, de la stratégie, de la conception des choses. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément, et donc ça, il faut avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut projeter. Mais après, il y a la réalité du terrain. Il y a eu un rapport sénatorial, je vais être très rapide, 30 secondes, un rapport sénatorial qui a dit qu'on n'était pas équipé, qu'on pouvait tenir 5 à 7 jours en cas de conflit de haute intensité. 100 chars peut-être capables d'être en activité, une capacité à projeter 15 000 hommes. Il l'a dit lui-même, ça je ne le savais pas, je l'ai appris, c'est qu'à la fin de la loi de programmation militaire, de par l'inflation et de par la nécessité de comment dire, améliorer les matériels, les maintenir, les entretenir, on aura moins
de matériel aujourd'hui, dans 10 ans qu'on en a Ouais. aujourd'hui. Ouais, non, mais Donc il faut savoir de quoi on parle. Quand vous autodestruction. regardez certains pays, c'est 5 ou 10% de leur PIB qui est consacré je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si on veut avoir un discours belliqueux, un discours volontariste d'un point de vue des armées, il faut se donner les moyens. On en reparlera parce Voilà. que c'est vraiment un sujet qui mérite beaucoup plus de discussion. Merci beaucoup Didier Maisto Merci à vous. pour ce grand entretien. Voilà, merci à vous. Merci, à la semaine prochaine.